Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de Twitter et d'une partie du code source de Twitter qui a fuité. C'est juste après l'intro, c'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes les amis. Aujourd'hui, on démarre avec un petit programme. Comme d'habitude, programme chargé. On commence avec donc un article de Presse Citron qui nous parle de Twitter. Une partie du code source de Twitter qui a fuité. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'actualité, les amis. Et évidemment, l'ami Elon Musk qui serait bien passé, je pense, de ce genre de publicité. On reviendra là-dessus. On parlera aussi vite fait encore de Twitter pour rester dans le thème. Voilà, une autre actualité qui a été annoncée récemment, je crois que c'est paru hier. Justement, Elon Musk, il a tweeté en fait sur le fait que désormais l'onglet pour vous, donc il y a une espèce d'onglet quand vous êtes sur Twitter qui permet en fait de découvrir des comptes auxquels vous n'êtes pas abonné. Et aujourd'hui, ça serait potentiellement, selon ses dires, uniquement les comptes vérifiés payants qui pourraient être affichés dans cet onglet. Donc on y reviendra. On enchaînera ensuite sur les nouveautés Figma. Pas mal de nouvelles choses qui sont sorties avec cette superbe page sur le site de Figma qui s'appelle What's New et qui nous annonce, je crois qu'il y a 32 nouveautés. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. On fera plutôt un highlight sur certaines parties. Voilà, on ne regardera pas les 32, mais je vous donnerai évidemment tous les liens si jamais vous voulez aller voir ça dans le détail. Je vous partagerai aussi ce petit article de Romain Dao qui est plutôt cool, pareil sur la thématique de Figma, je vous en dis pas plus. Et ensuite on ira voir un article hyper intéressant qui est hyper d'actualité chez nous, en tout cas à l'agence Déclic, c'est que on réfléchit justement au fait de supprimer ou en tout cas limiter les réunions. Donc là ce sera plus sur la partie workflow, voilà, gestion de projet, etc. Et donc on a cet exemple de Alan, je ne sais pas si vous connaissez, qui est donc une assurance un peu nouvelle génération. Et qui explique en fait dans un billet sur leur blog pourquoi et comment ils ont fait pour supprimer, alors je sais pas si c'est la totalité des réunions ou quasi, et donc un peu leur process, leur façon de travailler. Et après, donc dernière chose, je vous partagerai quelques petites actus supplémentaires voilà, sur lesquelles on reviendra, mais assez rapidement. Voilà. J'espère que ça vous va comme programme, les amis. Je rattrape un peu le chat. Justement, Decentraland et Sandbox, tous payent en crypto local. Il y a bien une économie plus plein de sponsors. D'accord, ben ouais, très cool. Voilà, moi je suis pas du tout spécialiste de ce type de, voilà, tout ce qui est Web3 et comment ça s'appelle, Métavers et compagnie. Mais voilà, j'ai un œil un peu extérieur, on va dire. Twitter leak littéralement, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et on va commencer du coup avec cette partie. Cet article de Presse Citron, comme d'habitude, je lis puis vous commentez en même temps, hein, n'hésitez pas et je reviendrai sur vos commentaires. Donc on commence avec cet article qui dit ceci: c'est une nouvelle péripétie dont Elon Musk se serait bien passé. Attendez, mince les amis, il faut que je vais couper le... je vais changer le son. Ok. Désolé, hop, je reprends. Alors, on commence du coup avec cet article. C'est une nouvelle péripétie dont Elon Musk se serait bien passé. On vient en effet d'apprendre que des morceaux entiers du code source de Twitter ont été mis en ligne sur la plateforme GitHub. Ok. L'utilisateur qui en est responsable officie sous le pseudo de Free Speech Enthusiast. L'entreprise a lancé ce vendredi une procédure auprès du tribunal fédéral du district nord de Californie afin de forcer GitHub à fournir des informations permettant de l'identifier. On ignore si le service a accepté cette demande. Donc je pense que ça a dû grave chauffer entre Twitter et Microsoft, du coup qui détient... c'est Microsoft de mémoire qui détient GitHub. Sauf erreur de ma part, attendez, j'ai un doute là. Microsoft, GitHub. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Et donc du coup, je pense que ça a dû chauffer effectivement, puisque on a demandé à en savoir un petit peu plus sur ce qui s'était passé et à enquêter, voilà. Donc rapidement la plateforme propriété de Microsoft, voilà, j'ai cherché alors que c'était marqué dans l'article, désolé, a retiré le code publié. D'après nos confrères du New York Times, on ignore combien de temps exactement ces informations sont restées en ligne, mais elles seraient publiées depuis au moins plusieurs mois. Donc c'est d'accord, là ça a été découvert, mais en réalité ça fait plusieurs mois que c'est là-dessus. Autre fait de taille fourni par nos confrères, Twitter a lancé une enquête interne.
Et il semblerait que le responsable de cette fuite soit un des employés qui a quitté la société dans la foulée de son rachat par Twitter. Merci Benta qui me confirmait. Hello, Sam. Alors, comment je prononce ça? Sam Orbablu. Oh, je vais dire Sam. Hein. Salut à toi. Salut à toi. Donc, du coup, ça serait effectivement un des employés qui a quitté la société au moment du rachat par Elon Musk. Cette diffusion du code source est tout sauf anodine pour le réseau social. En effet, il suffirait que ces informations soient tombées entre de mauvaises mains pour l'exposer, et l'exploser aussi, je pense, l'exposer à des risques de piratage ou à l'extraction des données de ses utilisateurs. Donc voilà, ça veut dire que si vous avez accès au code source, potentiellement, vous pouvez aller trouver des failles, vous pouvez essayer de jouer avec le code pour faire en sorte de tirer parti de tout ça. La possibilité de mettre le site hors service n'est pas non plus exclue. Bon, là, je pense que ça tire un peu sur le drama, si vous voulez mon avis. Mais voilà, en tout cas, c'est assez craignos quand même d'avoir son code qui leak. Ça rappelle l'épisode Twitch qui avait justement eu une partie de ces bases de données qui avait leaké, on pourra en reparler. Le pire n'est bien sûr jamais certain, mais c'est en tout cas un nouvel épisode dans le drame qui se joue depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Rappelons que 75% des employés de la compagnie ont depuis été licenciés. Voilà, donc bon après il reparle de la chute du chiffre d'affaires de Twitter qui avait été annoncée, une chute de 40% de chiffre d'affaires issue de la publicité suite au rachat d'Elon Musk. Bon ça c'est voilà parce que beaucoup de gros annonceurs en fait se sont barrés du fait que c'est un peu instable et qu'il y a pas mal de choses qui bougent un peu trop. Mais après je pense aussi et surtout que Presse Citron a cherché à faire des liens internes vers ces articles parce qu'on sait que c'est très bon pour le SEO, donc je peux les comprendre. Alors du coup les amis, conclusion de tout ça, compliqué, c'est-à-dire que c'est le risque effectivement qu'on nous donne qui est le plus probable, c'est que potentiellement il peut y avoir étant donné que du code a fuité, ça veut dire que potentiellement entre de mauvaises mains et des gens qui soient un peu calés un peu sur tout ça, ça veut dire qu'ils peuvent arriver à trouver des failles, arriver à trouver des façons d'exploiter tout ça et de faire du mal à la plateforme et d'y porter peut-être le coup de grâce, puisqu'en ce moment c'est quand même pas la folie. Nico qui dit hello, ah oui, concernant les revenus des streamers sur Twitch, il me semble que c'était cela. Exactement Nico, c'était il y a pas mal de temps maintenant, parce que ça faisait pas si longtemps que ça que je streamais, je me souviens, et je connaissais pas trop tout ça. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas cette fuite qui m'a fait découvrir Zerator, donc Zerator que vous connaissez sans doute, qui est le plus gros streamer français je pense, ou un des plus gros streamers français, et qui organise chaque année pas mal d'événements physiques, notamment le Z-Event, qui est un genre d'événement caritatif, en fait un genre de téléthon mais sauce streamer Twitch. Coucou Heliocast, comment ça va Salomé? Donc du coup ouais, je me souviens qu'il y avait eu une fuite de base de données, et donc il y avait notamment pas mal de salaires, il y avait marqué salaire mais en réalité c'était le chiffre d'affaires. Yes, je reste pas longtemps, mais coucou, pas de soucis, t'inquiète pas, Salomé. Très content que tu passes en tout cas ce matin. J'espère que tu vas bien, j'espère que. C'est quand la prochaine émission Heliocast d'ailleurs? Rappelle-moi ça dans le chat, comme ça au moins ça te fera une petite publicité. Ouais, donc il y avait pas mal de chiffres d'affaires générés par le biais de Twitch qui avaient fuité, notamment celui de Zerator qui était un des plus gros chiffres d'affaires. Enfin, je crois que c'était de l'ordre de plus d'1 million d'euros. C'était un truc de fou furieux. Et donc, il avait dû un peu se justifier, machin, en expliquant que, oui, lui au début, c'est sûr qu'il a commencé entre guillemets dans sa chambre comme tous les streamers, mais qu'aujourd'hui, il a une entreprise et il faut faire tourner tout ça, quoi. Donc, au bout d'un moment, le mec il paye des gens, c'est une entreprise, c'est pas du chiffre d'affaires qui lui tombe pile poil dans la poche, quoi. Même si, je pense qu'il a été très transparent sur le fait qu'effectivement il a réussi et qu'aujourd'hui ça va très très bien pour lui, mais après il fallait relativiser et dire ça reste une entreprise, et donc forcément exactement comme dit Nico, les événements sont pas gratuits à organiser et t'es obligé un peu de générer du chiffre si tu veux créer ce genre d'event. Heliocast, demain soir l'émission avec un artiste lyonnais et les étudiants de Sub de Pub, trop cool. Écoute, j'essaierai d'être là avec plaisir. Ah non, je peux pas. Attends, c'est à quelle heure demain? Parce que demain on a une interview. Hyper cool nous aussi de notre côté. Donc je vais montrer ça rapidement. Après peut-être qu'on se croisera, c'est possible. Donc si vous suivez la chaîne, effectivement,
Vous avez dû voir passer ça sur Twitter. Hop, donc, hop, c'est ceci. Jeudi 30 mars à 18 h, on va accueillir Sébastien Tortu, du coup, qui est un... voilà, c'est une personne qu'on va inviter, qui est spécialisée sur la partie conversion, parcours utilisateur, UX, etc. Et donc, il va venir nous parler un petit peu de tout ça. Je serai en co-animation d'ailleurs avec Margot, que vous avez déjà aperçu sur des matinales. Et pour une fois, on va faire une co-animation sur une interview, c'est assez exclusif, mais pourquoi pas. Et donc ça va être très très cool. Donc nous, ça sera à 18 h. Je sais pas toi, 20 h. Ben, si c'est 20 h, c'est parfait. Parce que du coup, ben, potentiellement, on se croisera et potentiellement, on pourra même te raid. Donc voilà. Merci d'expliquer la différence entre chiffre d'affaires et salaire. Ouais, non, bon, après, je pense que les gens qui sont un minimum informés, ils se doutent bien que le chiffre d'affaires et le salaire, c'est pas la même chose. Il y a souvent une grosse confusion. Sam qui dit c'est très français de critiquer des revenus des autres et tant mieux pour lui s'il gagne bien. Non mais exactement, et puis c'est surtout que encore une fois c'est pas de l'argent qui tombe tout cru dans son... Alors attendez, je vous montre quand même en entier la petite publication puisqu'on a fait un petit visuel, enfin on a fait les choses bien. Jeudi 30 mars, donc demain 18 h sur cette même chaîne Twitch, on va parler avec Margot et Sébastien Tortu du coup du UX et de parcours utilisateur. Soyez là les amis, soyez au rendez-vous, et vendredi évidemment matinal comme d'habitude. Voilà, le message est passé, et puis on ira peut-être raid Heliocast du coup si jamais on arrive en fait à se croiser, mais bon je ne sais pas. Je ne sais pas parce que des fois on termine plutôt vers la 19 h 30, des fois un peu plus tard, on va voir. Mais oui effectivement Sam, très français de critiquer les revenus des autres, je suis assez d'accord avec toi. Alors, dire que c'est tous les Français, non, mais il y a une espèce de culture et de tabou, effectivement, sur tout ça, sur la culture de l'argent, j'ai l'impression. Et encore une fois, c'est du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tout ça, ça va dans son entreprise qui paye elle-même, je pense, des salariés, etc. Alors, il y avait eu il y avait aussi toute une espèce de discussion sur en mode ouais aussi est-ce que vous payez vos impôts en France machin, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a eu une grosse polémique à une époque parce que pas mal de streamers / influenceurs, influenceuses, streameuses, je fais l'inclusion à chaque fois, c'est important, ne payent pas forcément leurs impôts en France. Il y en a pas mal en fait qui, comme c'est une activité digitale, se barrent. Par exemple, je sais plus quel exemple avait été cité, je sais plus quel paradis fiscal. Et en gros font leurs activités depuis là-bas. Et lui il a dit moi depuis le début j'ai toujours payé mes impôts en France, et sur ça il était inattaquable. Donc encore une fois c'est quelqu'un qui crée de la valeur. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'il s'était défendu. Donc après moi oui c'était Malte, ouais c'est ça, il y a pas mal de gens qui étaient un peu taclés sur ça. Donc voilà, on n'est pas là pour parler de politique, moi je m'en branle, c'est pas du tout mes sujets, mais tout ça pour dire que faites bien le distinguo quand même entre chiffre d'affaires et salaire, c'est hyper important, c'est pas la même chose. Et dans son cas, il l'avait très très bien expliqué. Tempus, salut jeune entrepreneur, bonjour à tous. Salut à toi jeune entrepreneur. Tu es pile poil dans le thème là, on était juste en train de parler de défiscalisation et de réussir et gagner de la moula, donc... Tu es bien dans le thème. Heliocast, faudrait que je live plutôt un jour pour que ce soit moi qui te raide un peu. Oui, bon après tu sais, on se croise, c'est normal. On va essayer de lancer d'autres nouveaux formats d'ailleurs. Je sais pas si ça pourrait vous plaire ou pas. On avait pour idée d'essayer de lancer une espèce de... bon, on n'invente rien, je vous rassure, mais c'est quelque chose qui pourrait être cool. De lancer un format... comment dire, open space virtuel, télétravail on va dire, donc en gros de streamer pendant 3-4 heures avec une musique chill, voilà, sur un projet en particulier. Par exemple, je sais pas, moi je peux designer un truc sur Figma, faire voilà, designer des composants ou développer ou je sais pas, et puis après si on fait des digressions, voilà, on fait des digressions, et en gros être pour celles et ceux qui travaillent un peu et qui peuvent garder comme ça un truc en fond, ça serait une espèce d'open space partagé. Et on ferait ça une fois par semaine. On n'a pas encore trop décidé au niveau de la date. Potentiellement, soit ça serait le jeudi matin. Moi, j'étais aussi pour le vendredi matin. Mais bon, voilà, à voir comment ça se combine aussi avec la matinale et tout. Donc voilà. Olivier, quand en France tu payes 50% en taxes diverses, c'est normal de vouloir regarder autre part. La loi le permet et les tickets contre, gros débat. Exactement, c'est un gros débat. Que nous n'aurons pas aujourd'hui parce que nous ne faisons pas de politique. mais voilà, c'est pas dans nos sujets, hein, honnêtement. Voilà, moi j'ai pas de. En plus, je suis pas du tout calé sur ce genre de choses pour avoir vraiment un avis qui soit bien étayé. Donc voilà.
Voilà pour cette petite article. On a fait de la grosse digression là les amis. On est parti du code source de Twitter. De là on est parti sur le leak de Twitch. Et de là du coup on est parti sur la fiscalité et sur les questions d'éthique. Bon bref. On enchaîne rapidement du coup avec l'éclaireur Fnac. Une actu très rapide aussi sur Twitter. Avant de découvrir les nouveautés Figma. Et je me permets de boire un peu d'eau parce que j'ai déjà soif. Parce que j'ai trop parlé. Alors, hop, donc, Twitter, qui fait encore parler. Pourquoi? Parce que donc l'ami Elon Musk hier, je crois que le tweet il date d'hier, c'est ouais, 28 mars, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il annonce en fait, Elon Musk, que seuls les comptes vérifiés payants seront affichés dans l'onglet pour vous. Alors, en fait, l'onglet pour vous, pour celles et ceux qui sont habitués à Twitter, c'est un peu comme sur TikTok, c'est-à-dire que c'est un onglet qui vous permet comment dire, de découvrir en fait des comptes. Je sais pas si je peux d'ailleurs, je peux peut-être ouvrir, voyons voir. Je pense pas que j'ai des choses très. Voilà. Donc vous voyez, là on est sur Twitter, sur la version web. Ok, et donc vous avez par défaut l'onglet pour vous et ensuite un onglet abonnement. Donc là, l'onglet abonnement, c'est techniquement, c'est vraiment que les gens auxquels vous êtes abonné, alors que l'onglet pour vous, ça va être potentiellement des gens auxquels vous n'êtes pas forcément abonné, mais où l'algo a détecté plus ou moins que vous êtes, voilà, que ça peut vous intéresser. Donc il pousse un peu de l'info par rapport à tout ça. Ok. Donc cet onglet pour vous, ce qui fait un petit peu débat, c'est que donc Elon Musk hier a tweeté, bon après c'est à prendre avec des pincettes encore une fois, parce que des fois il tweete des trucs qui se passent pas véritablement, et donc il annonce en fait que potentiellement ça serait que les comptes payants en fait qui pourraient être là-dessus. Ce qui est très problématique parce que en fait ça soulève un peu une question aussi de, alors on peut peut-être pas parler d'éthique, mais en tout cas de raison d'être du réseau social et de philosophie du réseau social, c'est-à-dire qu'en gros toute la partie découvrabilité, parce que c'est aussi l'intérêt d'être sur des réseaux comme Twitter, c'est qu'il y a des algos qui poussent en fonction de ce que vous créez comme contenu. Ça peut aller pousser vos tweets et compagnie à des gens qui peuvent être intéressés. Et donc ça veut dire que potentiellement, il faudra payer en fait pour être découvert, quoi. Donc toute la partie découvrabilité est un peu mise à mal, à moins que vous ayez un abonnement payant. Donc ça veut dire discrimination, on va dire, financière, quoi, pécuniaire, quoi. En gros, tu mets pas la main au portefeuille, tu as peu de chances d'être découvert sur Twitter, quoi. Donc, je lis l'article rapidement. Il y a quelques heures seulement, Elon Musk, le polémique patron de Twitter, Tesla et SpaceX, a publié sur son compte Twitter une nouvelle règle concernant le fameux et impopulaire onglet pour vous. Donc cet onglet ajouté il y a quelques mois sur le réseau social. À partir du 15 avril prochain, alors c'est une citation, seuls les comptes vérifiés seront éligibles pour apparaître dans les recommandations pour vous, fin de citation. Une décision prise pour combattre, selon Elon Musk, les hordes de bots IA qui veulent prendre le contrôle du réseau social. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu le fléau de Twitter, il y a beaucoup de comptes, de faux comptes, etc. Pas mal de comptes bots, etc. Et donc, on veut essayer de nettoyer tout ça. Donc, il faudra, dans 2 semaines, si jamais c'est appliqué, posséder un compte payant à Twitter Blue, 8 € par mois sur ordinateur, 11 € par mois sur smartphone, Android, iPhone, afin d'obtenir le badge de certification vérifié. Alors évidemment, il y a aussi toute une procédure, je vous rappelle, pour faire vérifier son compte, et pour que ces tweets apparaissent auprès des personnes qui ne nous suivent pas. Une décision qui devrait participer à l'impopularité croissante de la section pour vous, puisqu'elle affichera seulement des comptes d'entreprises, de gouvernements, d'organisations officielles ou de bots vérifiés qui suivent et respectent les conditions d'utilisation. Hello David Bro, bienvenue à toi. Très content de t'accueillir ce matin sur cette matinale. Alors du coup, Musk ajoute dans son tweet que seuls les abonnés Twitter Blue pourront participer aussi au sondage, sans toutefois préciser s'il s'agit de sondage en général ou de sondage officiel. Parce qu'apparemment, il y a une notion de sondage officiel, je ne savais même pas. Voilà, donc il y aurait aussi cette notion de sondage. On voit petit à petit que, alors, sous prétexte véritable ou pas, est-ce que c'est avéré ou pas, je ne sais pas, mais on voit que sous prétexte de vouloir cleaner un peu le réseau social, de le rendre beaucoup plus safe, etc., d'avoir des interactions plus humaines et moins de bots,
très souvent sous protection de ce type d'argument, on fout ça derrière l'abonnement Twitter Blue, et comme ça on se dit, ben, let's go, l'avantage c'est que non seulement ça va être bénéfique pour le réseau, mais en plus nous, ça va nous permettre d'avoir encore plus d'abonnements à 8 euros par mois, ou 11 euros par mois. Donc voilà, ça développe aussi pas mal le modèle économique, et on va pas se mentir, mais très souvent il prend cette espèce d'excuse de vouloir cleaner le réseau social, et il dit allez hop, on fout ça derrière Twitter Blue, vu que ça permet de vérifier un minimum les comptes, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tac, tac, tac. Donc, bien qu'annoncé par le patron officiel de Twitter sur son compte, cette nouvelle règle est à prendre avec des pincettes, puisque Elon Musk nous a habitués au cours des derniers mois à annoncer des nouvelles régulations pour le site qui finalement n'arrivaient pas. Voilà. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Coucou Jonathan, coucou Graphicart. Puis prochaine étape, payer pour récupérer... payer pour récupérer, avoir l'onglet abonnement. Oh, mais c'est ça. Clairement... Bon, après, moi, encore une fois, je suis un peu tiraillé entre les deux en ce moment, parce que, pas en ce moment, mais depuis cette affaire, parce que d'un côté, c'est normal de vouloir rendre... enfin, à la base, c'est une entreprise, tu vois, donc il faut quand même que ça tourne, il faut que... Voilà. Mais après, ce qui fait l'essence même des réseaux sociaux, ça reste quand même, je dirais, le côté accessible. Et donc là, si tu commences à faire de la discrimination, effectivement, basée sur de l'argent, et que tu as de moins en moins accès à certaines fonctionnalités à cause de ça, ça devient pénible, quoi. Il faut que tu aies un MVP, je dirais, auquel tout le monde ait accès pour pouvoir que ce soit du freemium, quoi. Je pense que c'est quand même important. Voilà. D'ailleurs, Graphicart, tant que j'y pense, en ce moment, je squatte pas mal ton YouTube. Je suis sur la configuration Visual Studio Code. Parce que je suis un peu un vieux de la vieille, moi, tu sais, je suis plus JetBrain, et là, je me rends compte qu'il faut que je bascule et que je me mette un peu à jour. Donc, très très cool ton petit tuto sur VS Code, ça m'aide énormément. Donc, merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également dans cet article? Donc, effectivement, une telle règle pourrait pousser plus d'utilisateurs et utilisatrices à prendre un abonnement payant pour apparaître auprès du plus grand nombre. Pour rappel, selon les premières analyses et estimations, il y aurait pour le moment moins de 400 000 abonnés payants sur la plateforme depuis le lancement de Twitter Blue. Les badges de certification des comptes non abonnés vont également disparaître dès ce samedi 1er avril. Là encore, cette nouvelle devrait booster encore les abonnements et les personnes désirant garder leur badge de certification, et donc les revenus de Twitter. Voilà, donc ça c'est des choses qui risquent de bouger enfin voilà, 1er avril, il faudra absolument payer pour garder sa petite coche, donc effectivement il risque d'y avoir pas mal de gens qui vont prendre encore plus voilà, ce petit abonnement à 8 euros par mois. Voilà. Je lis vos commentaires, donc Graphicart qui dit merci. Merliot, salut la MIF, comment ça va Merliot? Très très content. Merliot, attends, laisse-moi réfléchir. Non, rien, j'allais dire une connerie, laisse tomber. Le matin, des fois je suis pas trop en phase. Manu qui dit mais quelque part la gratuité des autres réseaux sociaux se paye au prix des données personnelles des utilisateurs. Bon, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement ça n'a jamais véritablement été gratuit, hein. On payait de façon plus ou moins indirecte, c'est-à-dire que en fournissant tes données, et puis en te mangeant de la publicité, et effectivement indirectement tu payais. Après c'est plus, tu vois, le modèle en ce moment où j'ai l'impression qu'il évolue énormément. Les réseaux sociaux, j'ai l'impression que la pub c'est plus ce que c'était, et en fait je me dis, s'il faut changer de philosophie, autant le faire 100% de façon assumée, tu vois. Mais après te planquer derrière le truc de te dire ouais voilà, en fait c'est pour éviter les comptes bots, machin, que en gros vous êtes obligé de passer sous le compte payant, parce que du coup ça évitera les chatbots, les haters, etc. Enfin voilà quoi, c'est honnêtement, après si tu prends le truc, le côté pour vous, l'avantage, moi je trouve, c'est que justement tu peux être vite, comment ça s'appelle, tu peux être très vite découvert grâce à ça, et en fait là ça veut dire que si tu payes pas, t'as pas ta place sur le réseau, tu vois, c'est un peu border. Mais après oui, évidemment que de toute façon ça a jamais été véritablement gratuit, et comme le dit l'adage, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. C'est ça l'inconvénient d'être sur Twitch, c'est que je peux pas réagir avec vous et puis vous me faites « c'est toi le produit !» Mais bon, c'est pas grave. Graphicart qui met
400 000 fois le prix, ça fait quand même un bon million par mois, ce n'est pas rien. Ouais, après moi j'ai aucune idée de combien il faut pour rendre rentable un truc comme ça. Hein. Je sais pas. Mais oui, effectivement, 400 000, ça, abonnement, ça fait... Je pense que c'est déjà beaucoup mieux, en tout cas, que ce qui était déjà en place. Sans compter qu'il a fait pas mal de ménage, genre il a dégagé pas mal de biens immobiliers, des trucs qu'ils exploitaient pas, des avantages, etc. Donc oui, clairement, il a dû rendre ça beaucoup plus rentable. Merliot qui dit: je fais partie des rescapés du raid de Manu Ferrara. Eh bien, bienvenue à toi. On a été très content d'être raid par Manu. Parce que bah, du coup, ça a permis à pas mal de gens de découvrir notre chaîne. Donc c'est très très cool. Et on le remercie encore une fois. Merci beaucoup Manu de nous avoir raid. Voilà les amis pour cette actu. Je vous propose d'enchaîner avec une partie un peu plus démonstration. Voilà, j'essaye de plus en plus de faire ça, c'est-à-dire de faire une petite partie actu et puis après faire de la démo. Alors là pour le coup ça mêle les deux, ça mêle à la fois actualité et à la fois démonstration. C'est ça qui pourrait être qui est hyper intéressant puisqu'il s'agit des nouveautés sur Figma. Alors Figma évidemment. Je le rappelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que tout le monde connaît à peu près. Logiciel voilà, qui est utilisé notamment pour le web design, très connu, et dont on se sert pas mal je dirais dans le milieu du web pour designer des interfaces. Donc ils ont sorti pas mal de nouveautés, on va pouvoir tester ça en même temps. Alors je vais sortir mon petit Figma des familles. Hop, voilà. Ok. Alors, déjà, je trouve que l'article est hyper bien fait. Le What's New, là, j'ai vu passer ça hier. Et donc, il résume un peu toutes les actus qu'il y a, toutes les nouveautés qui sont parues. Alors, il met tout au long de l'année, Figma publie des petites mises à jour qui ont un gros impact sur la manière dont vous travaillez. Découvrez quelques-unes de nos mises à jour préférées ci-dessous, puis plongez dans nos notes de version nouvelles et améliorées pour voir l'ensemble des 32 mises à jour. Alors, comment je peux faire ça par contre? Je vais vous sortir... Je vais aller tantôt à droite. Ah non, c'est chiant ça. Bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Je sais pas pourquoi là, mais mon passage droite-gauche, des fois, il fonctionne pas très bien. Hop, voilà. Donc ça, c'est mon Figma. Voilà, et les mises à jour. Alors du coup, premier changement, on a désormais la possibilité donc de trouver et de mettre à jour facilement des couches spécifiques qui nécessitent des modifications avec la recherche multisélection. Donc en gros, quelque chose de très compliqué pour résumer ça. En fait, on a... Hop, voilà. Il sera possible désormais en fait d'effectuer des recherches directement dans la barre. Il y a une espèce de moteur de recherche. Alors sachez que déjà de base, je crois sur Figma, quand vous faites un CTRL F, vous pouvez faire des recherches sur les textes de mémoire. Alors, attendez, je vais tester ça. Voilà, si par exemple je fais CTRL F et que je mets mon super titre, vous voyez, il va directement rechercher dans les comment ça s'appelle, il va directement rechercher en fait dans mon design les titres. Donc ça c'est une feature qui est apparue il y a quelques temps, mais qui est très utile. Et donc là, il s'agirait en fait plus d'aller rechercher, je pense, sur des frames, et derrière de pouvoir en fait aller modifier directement et de façon répercuter sur tout ce qui est concerné ces modifications. Ensuite, on aura une nouveauté aussi qui est assez intéressante, c'est l'aperçu sur les modes de fusion. Donc en fait, quand vous notamment sur Photoshop, c'est assez connu, hein, mais quand vous avez par exemple... Allez, on va commencer à tester. Pourquoi est-ce que j'ai un gros truc gris comme ceci? Je ne sais pas. Bon, peu importe. Donc, quand par exemple vous allez... imaginons vous allez avoir... on va prendre une photo. On va aller sur Unsplash. Tac. Hop. Donc on va prendre une photo, imaginons abstraite. Hop, voilà, on va prendre ceci. Et on va prendre celui-là, par exemple. Ok. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir, peut-être... Ah oui, non, je sais pourquoi. Voilà, là c'est mieux. Vous avez des modes de fusion. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà sur Photoshop, c'est-à-dire qu'on peut mélanger, en fait, d'une façon ou d'une autre, les éléments. Donc ça se trouve ici. Sauf qu'avant, on n'avait pas la prévisualisation, c'est ça qui nous manquait. Et en fait, maintenant, vous aurez directement la prévisualisation ici. Donc si jamais je survole, voilà, je vois en fait ce que ça va faire comme... Oula, mon fond est un peu dark. Ça me perturbe.
Ouais, voilà. Et donc vous avez directement la prévisu qui est ici des modes de fusion pour voir en fait le rendu que ça va avoir en fonction de ce que vous survolez. Ok, ensuite on a quoi? Ensuite on a masquer votre jeu, donc utiliser le support de masquage de luminance pour appliquer des masques en fonction de la brillance de l'image ou de l'objet. Donc en fait ça j'ai fait le test hier, quand vous... donc pareil j'ai pris une photo en fait, et imaginons que vous avez un rectangle d'une certaine couleur. Hop, vous pouvez utiliser en fait des éléments en tant que masque. Donc par exemple si je prends celui-ci, attendez que je me trompe pas. Voilà. Je peux l'utiliser en tant que masque. Non, en fait, je crois qu'il faut que je le fasse passer par-dessous. Voilà. C'est pas ça, c'est le contraire. Je me plante tout le temps. Hop. Tac. Ah, mince. L'effet démo, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon, je vais regarder sur mon exemple qui est déjà fait. Peu importe. Donc, en fait, vous pouvez utiliser effectivement une photo, ma photo de fond, en tant que masque. Et de base, en fait, ça va en fait passer au travers. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons que j'ai cette photo et ce carré. Et bien, la photo va apparaître uniquement dans mon carré, si jamais mon carré est un masque. Et là, désormais, en plus d'avoir cette fonctionnalité de base, vous pouvez aussi vous baser sur la couleur en fait de... enfin, ils appellent ça la luminance en fait, donc c'est un peu différent, c'est même pas la couleur, c'est plus la quantité de lumière par exemple d'une photo ou autre pour créer ce genre d'effet. Donc voilà, de base mon rectangle il est comme ça, et mon renard il est... il faudrait que je coupe le masque pour qu'on puisse voir, voilà, il est comme ça. Et donc en fait, je peux utiliser la luminance, donc la quantité de lumière, en fait, vous voyez que plus il y a de la lumière en fait dans ma photo, plus on peut voir au travers et créer ce genre d'effet. Voilà, c'est quelque chose qui est, je pense, un peu... Oui, il faut le mettre dans le groupe, ouais, mais je suis toujours très stressé, tu sais, quand je suis en démo et j'ai pas envie de perdre de temps pendant 2 heures en fait à tester un truc juste parce qu'il y a un truc que j'ai pas bien pigé. Bah attends, on peut refaire le test. Donc, tac, je vais dire que ça, je l'utilise en tant que masque. Et donc ça ici, hop, mon petit rectangle, je vais le faire passer ici, voilà. Donc ma photo de base sert de masque, ce qui veut dire que là, je ne peux voir mon carré que au travers de ma photo, vous le voyez, ok. Mais si je change le mode et que je lui dis base-toi plus sur la luminance que sur alpha, voilà, j'ai ce petit effet. Et donc effectivement, en fonction de comment ma photo est plus ou moins éclairée, mon rectangle rouge apparaîtra plus ou moins. Voilà. Bon, c'est une feature qui est quand même, je pense, qui doit avoir son utilité, mais moi, perso, c'est pas un truc que je vais utiliser tous les 4 matins. Ensuite, mettez en ordre votre texte. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a un peu étonné. C'est que de base, en fait, donc quand vous créez du texte, voilà, je vais créer un texte, mon super titre. Ok. De base, en fait, imaginons, donc j'ai une typo qui est de taille 120 et par exemple j'ai un interlignage de 200, ok. Alors je suis désolé, j'ai même pas regardé, le chat en même temps. Graphicart qui met, j'ose imaginer le code source de Figma, la complexité du truc, les masques, c'est pas le truc le plus réussi de Figma. Alors clairement, au niveau du dev, c'est monstrueux. Franchement, quand je vois le nombre de features qu'ils ont, je sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça. Je sais pas, ouais, aucune idée, mais alors c'est une dingue quoi. Vraiment, je pense que les mecs ça va être des tronches. Zetoun, coucou à toi, première fois dans le chat. Comment ce masque par luminance est... Attends, comment ce masque par luminance est exporté en CSS? Alors je pense que ça n'a pas de rapport, hein. Vraiment là c'est juste pour faire la feature, et puis après en dev tu peux effectivement l'utiliser, mais je pense pas. Fais voir, est-ce que... Non, je pense pas qu'ils le mettent, tu vois, dans les propriétés CSS ou autre. Je pense qu'ils le détectent pas, ça. Je vais voir. Background URL. Ouais, non, il le détecte pas. Mais bon, après, charge à toi de le faire en CSS si tu sais le faire, quoi. Bref, donc au niveau des titres, ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, je vais avoir 3 titres comme ça, d'accord, que je vais mettre, imaginons, dans un auto-layout. De base, en fait, un titre, il va y avoir la taille de votre typo, en fait, et puis ensuite, il y a l'interlignage, le line-8. Donc, en gros, hop, hop, voilà. Sur mon texte, j'ai une taille de typo, imaginons, de 120, mais un interlignage, enfin un line-8 de 200. Ça veut dire que ma hauteur sera de 200. Donc, si j'ai 3 éléments, j'aurai 200, plus 200, plus 200, et j'aurai une hauteur globale de 600 pixels. On le voit ici, ok.
Donc ça, c'est voilà, c'est un truc qui est assez classique et qui est plutôt pas mal parce que comme ça vous permet de, malgré le fait que vous changiez en fait votre typo intérieur, votre taille reste inchangée et du coup vos éléments restent bien stackés et comme il faut. Donc là, il y a un nouveau mode qui apparaît et qui viendrait casser un peu tout ça. C'est-à-dire que par exemple ma typo est de taille 88, ma hauteur de 200. Dans les settings en fait, dans les propriétés on va dire les propriétés de texte, vous avez la possibilité désormais d'utiliser cette fonction qui s'appelle le vertical trim et qui viendrait en fait, qui ne tiendrait plus compte de votre lineate et qui tiendrait uniquement compte de la taille de la typo. Donc là je suis sur le setting de standard de base et si je passe en, alors ils appellent ça cap 8 to baseline, hop, voilà, du coup ça veut dire que la hauteur de mon texte désormais, enfin la hauteur même de mon élément, elle est de 64 parce que ça va aller directement se stacker en fait sur ma typo. Donc ça c'est une nouveauté que je découvre, enfin qui est assez nouvelle. Et bon, moi j'avoue que j'aime bien quand même le côté lineate parce qu'au moins ça permet d'être carré. En général, je fais mes designs sur une base 8, c'est-à-dire que je prends que des multiples de 8 et du coup, à l'arrivée, ça me permet d'être toujours, bien calé, quoi. En tout cas, voilà, vous avez la possibilité de faire ça. Tompus, c'est déjà l'heure du meeting. Bonne journée à tous. Merci pour les news. Ben, merci à toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre nouveauté? Donc les listes à puces avec d'autres chiffres. Donc en gros, je n'ai pas besoin forcément de vous montrer, mais l'idée c'est que quand vous faites des listes à puces dans Figma, d'habitude il fallait forcément commencer par 1, 2, 3 pour que ce soit considéré et mis en forme en tant que liste. Là vous n'avez plus besoin, vous pouvez désormais commencer par 4, 5, 6 et faire un petit peu comme vous voulez. Ensuite sur la justification, donc ça c'est ce qui est un peu indiqué dans cette vidéo, c'est que quand vous faites des citations notamment, on peut voir un peu plus loin, alors attendez c'est où? Voilà, donc quand vous faites des citations, de base en fait votre, on peut le voir ici, les guillemets quoi en gros sont considérés comme étant dans l'élément, ce qui fait que si par exemple vous avez un rectangle ici, je vais essayer de zoomer un petit peu, hop, le rectangle est aligné sur les guillemets. Donc désormais vous avez la possibilité de dire en fait ne tiens pas compte de la ponctuation et cale-toi vraiment sur la première lettre. Donc il y a un setting qui est dédié à ça et on le voit sur la vidéo de démo. C'est toujours dans les propriétés de texte pareil. Et ça s'appelle voilà, hanging ponctuation. Donc voilà, c'est un truc que vous pouvez retrouver ici. Tac, et donc c'est tac hanging ponctuation. C'est dans les détails ici, ending ponctuation. Et il y a la même chose pour les listes, c'est-à-dire est-ce que vous voulez par exemple que vos puces soient calées ou pas par rapport à... enfin, est-ce qu'on en tient compte ou pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre nouveauté? Tac. Et là. Donc pour la partie prototypage, vous avez la possibilité désormais d'appliquer le comportement sticky. Ça c'est quelque chose qui je pense va intéresser pas mal de monde. C'est-à-dire que quand vous faites vos prototypes, quand vous faites vos différents éléments, enfin vos différentes animations pour vos visuels, vous avez la possibilité d'appliquer voilà, le comportement d'un sticky menu, c'est-à-dire qu'un élément, en fonction du scroll, va rester stacké complètement sur le haut, ne va pas bouger, va rester à l'endroit où est-ce que vous l'avez défini, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc après, on a un moteur de recherche qui est apparu quand vous démarrez en fait un nouveau projet. Donc si par exemple j'ouvre un nouvel onglet, voilà, désormais je peux directement aller rechercher mes choses. Il y a une barre de recherche avec mes fichiers récents, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une feature aussi qui est un petit peu avancée. Ça, je sais pas si vous allez forcément si vous connaissez ou pas, mais en gros quand vous faites des composants imbriqués, quand vous faites un composant dans un composant, j'ai fait le test ici, vous avez la possibilité en fait d'exposer des propriétés ou pas. Donc là par exemple ici j'ai fait un composant bouton, ok, donc avec des variations, j'ai appelé ça un state, donc il y a soit l'état par défaut, l'état erreur, l'état validé, ok, et ensuite j'ai fait un autre composant qui s'appelle texte paragraphe, ok. Je lis les commentaires, Olivier, le hanging ponctuation c'est un paramètre du CSS3 ou du CSS2, alors là... je saurais pas te dire, mais ouais, de toute façon, je pense qu'ils essaient de reproduire un peu en fonction de ce qui existe sur CSS, ils doivent en tenir compte. Donc là, j'ai créé un composant card qui en fait va être composé de mon composant bouton, de mon composant texte paragraphe, et en plus, j'ai rajouté une photo.
Et donc là, en fait, vous allez pouvoir décider d'exposer en fait des propriétés. Puisque par exemple, mon bouton, il a une propriété state et il a une propriété label qui me permet en fait de définir directement en fait quand je clique sur mon bouton. Là, si j'importe mon composant button, hop, je suis pas dans le bon onglet. Voilà, j'ai une propriété ici label. Je peux définir le label et pouf, ça se met à jour, d'accord? Sauf que quand je suis dans le cadre de mon composant parent, on va dire, ben, cette propriété, j'y ai plus accès en fait. Et donc, désormais, on va pouvoir dans un composant définir, donc c'est c'est ici dans les propriétés, vous avez les propriétés de base, variant, etc., texte, et vous avez ce qu'ils appellent des nested instances, c'est-à-dire qu'en gros je peux exposer les propriétés des sous-composants. Donc il détecte que par exemple j'ai mon composant bouton, je peux lui dire ok tu exposes, et ce qui fait que désormais dans mon composant card, j'aurai accès directement, voilà, au state de mon bouton du bas et également à son label, voilà, de façon directe. Donc ça c'est plutôt pratique parce que sinon il aurait fallu, en fait je pouvais pas y accéder et il fallait changer à la mano, enfin bref c'était le bordel. Donc là du coup on peut effectivement exposer des propriétés de sous-composants qui composent un composant. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Ensuite, donc bon, on a une partie organisation aussi, voilà, pas mal de changements là-dessus. Et après aussi sur la partie plugin, donc ça, il y a peu de gens, moi je trouve qu'il y a trop peu de gens qui en parlent, mais les plugins de Figma, je les trouve fabuleux. Enfin, l'API de Figma est hyper bien faite. Et vous avez une nouvelle fonctionnalité qui concerne le fetch, donc si jamais vous voulez aller chercher des données sur une API, sur d'autres trucs extérieurs, et également une partie image, puisque quand vous allez chercher de la donnée, des fois vous pouvez aussi télécharger, par exemple, avoir nécessité de télécharger des images vers l'extérieur, et donc ils ont pas mal fait de changements à ce niveau-là. Voilà, donc il y a une note beaucoup plus complète que je vous partage avec les 32 nouveautés. On va pas toutes les passer parce que sinon ça serait un peu long. Je vous mets ça dans le chat. Et donc voilà un peu pour tout ce qu'il y a de comme nouveauté d'annoncer. Donc c'est très très cool. Figma c'est vraiment un outil moi que j'adore. Je trouve qu'il se bouge énormément. Pour le moment on n'a pas trop vu de conséquences on va dire au rachat d'Adobe. J'ai l'impression que ça continue quand même à être dynamique. Mais voilà, j'espère que pourvu que ça dure comme on dit. Les amis, on enchaîne du coup. Pareil, je voulais vous partager un petit post que j'ai vu très très rapide de Romain Dao. Romain Dao, du coup, qui est le fondateur de The KakaOS Theory, qui est pareil une chaîne dédiée au design, hyper intéressant. Et autant je m'attarde pas généralement sur ce genre de carrousel avec les top plugins machin, mais là je les ai trouvés hyper pertinents, donc je me suis dit pour les gens notamment qui commencent, ça peut être hyper intéressant. Il a partagé 5 plugins pour débuter sur Figma. Et pour connaître à peu près chacun d'entre eux, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le premier, bon, Lorem Ipsum, ça c'est un truc assez classique, hein, donc c'est ce qui permet de générer directement du texte. Hop, donc voilà, je vais pas forcément, je voulais juste vous montrer le plugin. Voilà, donc c'est celui-ci, Lorem Ipsum. Voilà, et ensuite le deuxième qu'il a partagé c'est UiFace, donc ça permet en fait de générer des avatars quand par exemple vous n'avez pas encore les assets définitifs de vos maquettes ou autres, ça peut être plutôt pratique. Blush donc qui est plus pour de l'illustration. Blush, je crois qu'on en avait parlé notamment sur l'interview Illustration System. Voilà, c'est un site qui est vraiment dédié à ça et donc ils ont un plugin Figma. Ensuite Stark, ça c'est hyper intéressant, c'est un plugin qui est vraiment dédié sur de la partie accessibilité, donc il vous fera des tests de contraste, ce genre de choses pour savoir effectivement si ça passe au niveau accessibilité, donc ça vraiment un truc que je recommande. Et un dernier qui est hyper intéressant c'est Typescale, donc Typescale c'est peut-être un truc que vous connaissez un peu moins. L'idée c'est de, quand vous créez notamment, alors ça peut être un design system ou peu importe, ça peut être des designs en général, c'est d'avoir en fait des espèces de rapports on va dire de taille de typo. Par exemple dire ben voilà ma valeur de base imaginons c'est 16 pixels, ça sera pour mes textes et j'ai besoin et donc du coup il va vous appliquer on va dire un certain ratio pour que vos titres de niveau 1, 2, 3 etc soient en fait faits en rapport avec cette base, et donc vous pouvez choisir normalement différents ratios. Voilà, il y a le major third qui est assez connu, il y a le golden ratio, enfin voilà, en fonction du type de site que vous allez avoir vous appliquerez pas les mêmes ratios. Si par exemple vous faites un golden ratio, vous voyez c'est vachement plus contrasté, le titre de niveau 1 est beaucoup plus gros, alors que si vous faites le major
Major Third qui est le plus connu, je crois c'est le plus classique, ben déjà ça sera un peu différent. Et après une fois que vous avez fait ça, vous pouvez générer et boum, vous avez directement tous vos titres qui sont faits, toutes vos tailles de typo, niveau 1, niveau 2, etc. etc. Donc très très bon plugin également. Voilà, donc je voulais vous partager ce petit, je dirais, ce listing en fait et ce carrousel de Romain Dao, très très cool. Et évidemment, allez voir ce que fait Romain, The Kakato S Theory, si jamais vous intéressez au web design. Ouf. Voilà les amis, pour la partie Figma. On enchaîne du coup avec un article suivant. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais bon, on va voir. Que j'ai trouvé très très intéressant et qui est plus sur de la partie organisation, on va dire. Organisation du travail, workflow, gestion de projet, etc. Donc pour vous resituer le contexte, en fait, actuellement, donc à l'agence PicBeam, on regarde un petit peu comment essayer d'améliorer nos process, comment essayer d'être plus efficace, etc. etc. C'est quelque chose qu'on essaye de faire en permanence. Et donc l'autre jour en réunion, on en a parlé du fait de réduire ou voire supprimer les réunions. Donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes tous accoutumés, mais vous savez très bien que quand des fois on est en entreprise, on peut perdre pas mal de temps et d'énergie des fois sur des réunions qui n'aboutissent pas forcément à grand chose, qui n'ont pas forcément de traces écrites. Enfin bref, à l'arrivée, on a perdu du temps, quoi. Multiplié par le nombre de personnes, ça peut faire souvent mal. Et donc en fait, je crois que c'est Benoît qui nous a partagé ça. Alan, donc Alan qui de base c'est une... je sais pas, c'est un truc d'assurance, non, c'est quoi? Assurance santé, c'est ça. Entreprise française d'assurance santé 100% en ligne. En gros, ils ont partagé une espèce un article de blog sur leur blog où ils expriment et ils expliquent comment et surtout pourquoi ils ont supprimé les réunions. Donc ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, de prendre un petit peu de temps pour en parler et de savoir si vous, est-ce que vous seriez prêt justement à ce type de pratique et à supprimer à 100% les réunions. Alors, ils mettent notre solution pour arrêter de perdre son temps et reprendre le contrôle sur son travail. On a détecté le problème très tôt, nos réunions étaient pensées pour être courtes, bien organisées et produire des décisions, mais très souvent on dérapait. Les discussions sont très difficiles à maîtriser. On était souvent déçus des résultats, on avait du mal à se rappeler ce qui s'était dit, c'était compliqué avec les personnes absentes et celles à distance. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par les GitHub Issues. Donc les GitHub Issues, GitHub, c'est on va dire vous savez, ceux qui ne seraient pas tech, c'est, il faut imaginer, c'est comme si vous aviez un serveur à distance qui vous permet de déposer votre code et de faire travailler les développeurs un peu ensemble. Et donc il y a un système qu'on appelle les issues. Vous voyez ça un peu comme un genre de forum en quelque sorte sur lequel vous pouvez poster en fait des problèmes que vous avez et puis les gens peuvent interagir comme ça, un peu comme un forum hein, finalement, un peu comme Reddit. Du coup, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas cette façon de faire? On utiliserait les GitHub Issues pour interagir ensemble en fait et surtout garder une certaine traçabilité. Donc c'est ce qu'ils indiquent. Maintenant, quand on a besoin de l'intelligence de l'équipe pour résoudre un problème, approfondir un sujet, valider des solutions, au lieu de programmer une réunion pour résoudre un problème, on ouvre une issue sur GitHub. Une issue est un fil de discussion écrit par lequel on échange avec les personnes concernées dans le but d'atteindre une conclusion actionnable. Comme un forum en ligne, on échange sans avoir remué ciel et terre pour rassembler tout le monde dans la même pièce. Donc qu'est-ce que ça a comme avantage ? En tout cas, c'est ce qu'ils expriment. Ils disent du coup, pas de temps à perdre. Les réunions sont du temps jeté par la fenêtre. Du point de vue d'une entreprise, 6 personnes en réunion pendant 1 heure, c'est l'équivalent de 6 heures de travail. 6 heures de travail, c'est presque la journée d'une personne. Ça fait du coup pas mal de temps investi pour peu de satisfaction. Chez Alan, on n'est pas des maniaques du temps passé au bureau. On pense qu'on a tous un certain nombre d'heures de productivité dans notre journée, au-delà desquelles il est bon de faire et de voir autre chose, ses amis ou sa famille par exemple. Ensuite, sur la partie esprit libre, les réunions coûtent du temps qu'on passe, mais aussi elles découpent notre journée. Il faut du temps pour fournir du travail profond et entrer dans un état de concentration nécessaire pour produire. Les réunions coupent les journées et empêchent de se projeter sur de longues plages de travail ininterrompues. Impossible d'accomplir des choses complexes
complète sur des minutes volées par-ci par-là. C'est pour ça qu'on cherche à tout prix à préserver des blocs d'heures, voire de demi-journées entières, libres de tout engagement. Donc du coup, en fait, depuis qu'ils sont passés par ce système d'issue, en gros, ils font plutôt un genre, ils font un genre de blog, enfin pas de blog, mais de forum plutôt que de réunir des gens. Ils vont écrire en fait la problématique de façon textuelle et les gens peuvent réagir, voilà, réagir de façon pertinente, apporter leur contribution, etc., etc. L'avantage de ça, c'est que du coup, ils ont libéré vachement plus de temps. Et ils font en sorte de conserver du coup voilà, des blocs de journée entiers pour éviter justement ce phénomène où quand vous avez une réunion qui est en plein milieu de votre demi-journée, ça vous casse vraiment productivité, le temps de rentrer dans votre bulle, etc. etc. Ensuite, ils indiquent on fait confiance aux gens pour s'organiser d'eux-mêmes et travailler de la meilleure façon. Sans réunion, chacun est en contrôle de son temps et de son effort. Donc ça, effectivement, ça peut faire partie des effets de bord, c'est-à-dire que vous avez quand même intérêt à avoir des collaborateurs qui sont quand même relativement autonomes et qui vont pas être là à chercher à grappiller et à en profiter pour faire autre chose, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, ils indiquent effectivement que ils ne mettent pas de notification également sur la partie. C'est vraiment, ils fonctionnent de façon asynchrone, quoi. Leur but, c'est vraiment de dire, chacun va venir répondre à un problème, à une issue. Quand il a du temps à consacrer à ça. Et on ne met pas en place de système de notification qui, là aussi, viendrait brouiller un peu l'esprit et viendrait couper en fait couper la concentration des gens, quoi. Donc ils disent on gagne un temps incroyable à traiter tous les messages à la suite plutôt qu'à changer d'activité à chaque notification. Donc effectivement, en gros, je pense que, mettons, imaginons il y a 5 issues sur lesquels vous êtes concerné, vous allez les traiter tous en même temps plutôt que d'avoir une notif qui vous perturbe pendant votre travail. Les notifications sur les issues peuvent attendre que je décide de moi-même de faire une pause dans le travail que j'accomplis. Rien ou si peu de choses sont vraiment urgentes. Voilà. Ensuite, ils vantent aussi les bienfaits de la partie écriture. L'écrit oblige à poser les choses, à prendre le temps de la réflexion. La discussion est plus posée, mieux documentée, plus nuancée et argumentée. Chacun intervient en prenant le temps qu'il souhaite. Exit le feeling, les questions d'ego, on prend du recul, on est factuel, on regarde la situation dans son ensemble. Ouais, parce que ce qu'il disait dans l'article aussi, c'est qu'en gros, souvent, il y avait des gens qui voulaient faire passer les idées pour faire passer les idées, pas dans l'intérêt en fait de vraiment répondre, mais plus pour des questions d'orgueil. Alors que là, exit la partie orgueil, on s'en fout, vu qu'en gros, on est là juste pour apporter des réponses, quoi. C'est en tout cas leur théorie. Après, bon, ils vantent la partie transparence, et donc ils expliquent que, en gros, à aujourd'hui, ils ont fait 900 issues ouvertes et fermées, autant de réunions qui n'ont pas vu le jour et donc d'heures gagnées. Voilà, donc beaucoup de temps de gagné, ça on n'en doute pas. Et après, il y avait une autre partie qui était cool. C'était quoi déjà? Ouais, après voilà, c'était le côté traçabilité et système d'historique. C'est-à-dire qu'ils expliquaient que par exemple, des fois, ils vont acter certaines choses. Et puis ils vont vouloir y revenir dessus quelques temps plus tard, mais du coup t'as plus en tête en gros les arguments qui ont fait qu'on a pris cette décision, donc là au moins t'as toute une traçabilité. Et puis aussi s'il y a des gens qui par exemple ne sont pas dans la réunion le jour J, et l'avantage c'est qu'ils ont accès au même niveau d'information, alors que quand vous faites une réunion par exemple et que Robert il est pas là alors qu'il aurait pu apporter sa contrib, du coup ça va être compliqué de lui refaire le résumé de toute la réunion. Donc voilà, cet article est hyper intéressant, voilà, plutôt axé bien-être au travail, je vous le partage parce que vraiment je pense que ça peut être une bonne chose. Après, est-ce que vous seriez prêt à faire ce genre de choses? Fonctionner uniquement sur des GitHub issues, en gros, avoir une espèce de forum sur lequel toute l'entreprise travaille et résoudre les problèmes comme ça? Dites-moi ça dans le chat. Olivier qui met, c'est Elon aussi, alors, c'est Elon qui est aussi contre les réunions et la plupart des grands CEO. Ne doivent être présents que ceux qui doivent être utilisés et chaque personne peut décider de venir ou pas. D'accord, ok. Ça fonctionne sur une société de développement, mais sur une société de services non informatiques, les issues de GitHub ne sont pas naturelles ou bien... Ouais, alors évidemment, là on parle d'un cas bien précis, c'est-à-dire que effectivement c'est peut-être plutôt dans un cadre assez technophile, etc. Mais si on se met dans ce cadre-là déjà, est-ce que selon toi, tu te mets dans le cadre d'une entreprise purement digitale, etc., avec des gens assez technophiles, bien que les GitHub issues, je pense qu'en termes d'interface et tout, c'est quand même relativement simple, il me semble. Est-ce que ça pourrait fonctionner, ce genre de choses, quoi? C'est un peu la question qu'on se pose. Après, il y a le Kanban. Ouais, mais le Kanban, c'est quoi? C'est le système de tickets, en fait, que tu fais évoluer. Là, vraiment, c'est
moi je le vois plus comme un Reddit en fait. Tu vois, t'as Reddit, t'as un problème et chacun vient résoudre quand il a nécessité, vient poser son élément quoi. Graphic Card qui met le côté asynchrone peut être chiant parfois. Je trouve que tu mets des jours à obtenir des infos. Ah ouais. Alors ça c'est un état d'esprit. Le côté asynchrone, moi je sais que ça fait partie des choses. Nous typiquement sur Discord, on a établi que Discord était fait plus comme un outil asynchrone. C'est-à-dire que tu poses un message, tu n'attends pas forcément de réponse immédiate. Enfin en tout cas dans le cadre de notre serveur Discord sur PicBeam. Mais je reconnais qu'il y a des fois, tu as des réponses assez rapides qui doivent être... voilà, tu as besoin de... Soit d'avoir une réponse urgente, soit sinon, ben, c'est con parce qu'en gros, en 10 secondes, le gars peut te débloquer une situation. Donc, ben, voilà, c'est vrai que c'est des cas aussi à couvrir. Mais bon, voilà, en tout cas... quand tu prends le truc et qu'effectivement, moi je trouve que le côté historique est hyper intéressant. Le fait d'historiser les choses. Les gens vont pas parler pour rien dire. Là, ils vont vraiment parler pour, en théorie... pour apporter une contribution. Après, effectivement, il faut qu'il y ait une vraie vélocité, il faut que les gens soient impliqués dans le process, il faut que, voilà, que les gens soient proactifs, tu vois. Ça peut pas fonctionner avec tous, je pense. Mais si, par exemple, tu prends ça exactement comme, je sais pas moi, un système de tickets ou d'issues que tu résous sur ton site client, par exemple, tu sais que bah, tu vas consacrer 1 heure à résoudre des issues, par exemple, ou des retours de tickets clients, bah, tu peux prendre exactement pareil, un certain temps, mettons 20 minutes, pour aller répondre aux issues de ta boîte. Et en gros, ça t'aura pris 20 minutes à peine. Alors que si tu devais faire un équivalent en réunion, peut-être que tu aurais participé à 4-5 réunions de 1 heure, tu vois. Ce qui est assez aberrant, quoi, en soi. Mais après, je suis d'accord avec toi, il faut être proactif, il faut avoir le bon mindset et il faut que les gens voilà, participent au truc, quoi. Le ticket, tu peux commenter chaque ticket dans Trello. Bah après, en soi, je pense que c'est pas tellement sur l'outil. En soi, l'outil, je pense qu'on s'en fout un peu dans la mesure où... hello, Goodly Muffin, merci beaucoup pour le follow. Je pense qu'en soi, l'outil importe peu. C'est plus le fait de se dire, ben, on stoppe les réunions et on fonctionne de façon 100% asynchrone pour les questions qui nécessitent l'intelligence de plein de personnes de l'entreprise. Et donc voilà, on fonctionne de façon asynchrone et pas forcément présentielle. Alors après, ce qui souligne bien par contre dans l'article, je ne l'ai pas lu à la fin mais c'est important, c'est que du coup, ça ne veut pas dire qu'ils se voient plus. Hein. Ils font quand même des réunions, mais quand ils font des réunions, ça va être vraiment plus des réunions type voilà, informelles pour passer du temps ensemble, pour le côté humain, etc. C'est un peu ce qu'ils ont, c'est un peu ce qu'ils argumentent sur l'article. Mais allez voir l'article, là, il est hyper bien. Je vous l'ai posté dans le chat. Il n'y a pas de junior chez Alan, il me semble, d'IJP. Ben voilà, c'est pour ça peut-être aussi qu'il y a cette notion de mindset et de se dire est-ce que oui ou non les gens participent. Voilà. De toute façon, tu pourras mettre n'importe quel système en place, même une réunion ou quoi que ce soit. Si les gens ne sont pas dans le truc de se dire on va être productif et on vient pour un sujet, ça sera la dérive, quoi. Enfin, c'est comme tout système. Si jamais les gens ne jouent pas le jeu, ben, clairement tu pourras mettre en place ce que tu veux. Ça sert à rien, ça marchera pas, quoi. À partir du moment où tu as de la mauvaise foi, entre guillemets, tu peux rien faire, quoi. Visuellement, le Kanban te montre facilement tous les sujets de discussion et dans les commentaires de tickets, tu as tous les avis. Bon, mais après avoir, hein, peut-être que la forme peut un peu changer. Hein, là, c'est un exemple après comme un autre. Hein. Je suis d'accord, il faut alors que les personnes soient proactives et c'est souvent un changement dans les habitudes. Tout à fait, Olivier, tout à fait. Non, mais voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ce cas marche et moi, je trouve ça bien de regarder un petit peu ce qui se fait. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cet article, à me faire un retour d'avis là-dessus. Et puis si vous avez un retour d'expérience, ça serait hyper intéressant. Je pense que je sais pas si on pourrait inviter des gens justement de chez Alan qui nous... ça pourrait être une bonne interview, je pense. Il faudrait que j'essaye d'en contacter pour qu'ils nous fassent un peu un retour d'expérience sur ça. Voilà. Rapidement avant de conclure les amis, tu peux me remettre le lien vers l'article please. Je n'ai pas le chat moi. Je te le mettrai si tu me fais un don de 100 €. Sinon je le fais pas. Je rigole. Je rigole. Vous savez, aujourd'hui, tout est source de... Alors, attends, je te remets. Donc, tu me dis que t'as quoi? Je n'ai pas le chat. Ok, donc, est-ce que tu le vois apparaître, en tout cas, sur... Est-ce que tu vois apparaître... Alors, attends, je vais fermer. Je vais te l'envoyer dans le chat. Normalement, tu vas le voir sur ma vidéo. Et je vais te l'envoyer directement en MP. Sinon, je vais te faire un chuchotement. Tac. Chuchoter, compris. Voilà, comme ça, normalement, tu l'auras en message privé directement. C'est bon, merci. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. De toute façon, si tu vas sur le blog de Alan, sur Google, tu tapes Alan Blog, pourquoi on a supprimé les réunions, ça devrait remonter assez facilement. Et l'article est hyper intéressant, très très bien fichu, vraiment cool.
Olivier, je travaille 100% à distance. Les réunions sont forcément volontaires et courtes, moins d'1 heure, avec 2 ou 3 personnes max. Alors moi aussi je travaille à 100% à distance, mais c'est un peu particulier parce qu'en gros on est les 2 personnes sur le projet sur lequel je suis. Donc pas forcément confronté à plein d'autres personnes, mais effectivement, comme toi, ça va être des réunions relativement courtes sur lesquelles on va être vraiment focus. Mais après on s'accorde aussi quand même... tu vois, on bosse sur Geyser, donc Geyser qui est un genre de room virtuel. En fait, c'est un peu, imagine-toi, l'interface de Pokémon ou de Zelda, et donc tu as ton petit avatar et tu peux aller rencontrer les gens et hop, leur caméra s'active si jamais ils sont OK. Et donc, du coup, on fait quand même des pauses café dans la journée, on fait des choses comme ça pour continuer le côté, je dirais, le côté humain. Voilà, c'est comme Work Adventure, certainement. Je ne connais pas Work Adventure, mais de toute façon, il y a plusieurs outils sur ça. Et donc en gros, ouais, on fait pas mal de le côté informel. Même des fois, tu vois, ça nous arrive de lancer par exemple une réunion et en fait, on parle pas, tu vois, c'est juste le fait de se dire, c'est un peu un open space virtuel, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un peu ce à quoi on voudrait arriver sur le nouveau format là qu'on risque de lancer, mais plus sur un format stream où en gros, on met la musique, moi je travaille sur un truc, vous me parlez dans le chat, on échange, on fait des petites digressions, ce genre de choses. Donc voilà. Très rapidement avant de conclure, les amis. Quelques infos que je voulais vous partager. Je reviens vite fait sur la Silicon Valley Bank. Donc on avait Manuel qui était venu nous parler de ça sur une matinale, je crois c'était quoi, il y a une semaine ou 15 jours. Sachez que donc la Silicon Valley Bank, qui était annoncée un peu en mode faillite, a trouvé repreneur. Donc il y avait l'équivalent enfin il y avait la branche du Royaume-Uni qui était reprise, je crois, par HSBC si je me trompe pas. Et donc là il y a une banque qui s'appelle First Citizen Bank qui a repris. Alors je crois que ils acceptent de reprendre les dépôts, mais en fait ça a été fait aussi en partenariat avec la FDIC, donc qui est un peu l'agence publique des États-Unis pour les dépôts bancaires. Mais voilà, en tout cas, l'activité va reprendre, ce qui est une très très bonne nouvelle, notamment pour pas mal de personnes de la tech, bien que j'ai vu que beaucoup ont retiré leurs sous et se sont barrés. Hein. Mais voilà, pour beaucoup d'acteurs de la tech qui avaient investi en fait chez Silicon Valley Bank, c'est plutôt une bonne chose que ça a été repris. Ensuite, autre chose que je vais vous partager, c'est ce petit site FloatUI. Je ne sais pas si vous connaissez, donc ça vous permet, en fait, il y a une liste de composants et de templates déjà designés que vous pouvez utiliser. Je crois qu'après c'est du code derrière, je crois qu'il y a du React, il y a un peu de tout. Et donc vous avez la possibilité de récupérer directement le code et ça vous permet un peu d'avoir des éléments de base. Alors on peut voir, on a vous voyez une section prix et plan. Donc si vous êtes une boîte SaaS par exemple, voilà une section pour highlighter, pour mettre en avant des stats, une pour une partie newsletter, des témoignages, etc. Donc FloatUI, un truc que j'ai découvert là et qui vous permet en fait assez rapidement d'avoir on va dire une liste de composants, un genre de bootstrap en quelque sorte de composants, et vous pouvez directement récupérer le code, plutôt pas mal pour designer, enfin commencer des petites interfaces, faire des POC, ce genre de choses, et puis c'est relativement bien fichu, donc voilà, à tester. Et ensuite, dernière chose que je vais vous partager, c'est ce site que j'ai trouvé très bien sur l'accessibilité. Donc en fait c'est un... Alors c'est quoi, A11 Meets, je pense que ça doit se prononcer. Et l'idée c'est que les personnes qui ont rédigé ce site ont démystifié un peu pas mal de choses sur l'accessibilité. Et donc on va dire dégager, on argumenter et contre certains clichés, certaines idées reçues, on va dire, sur l'accessibilité. Et donc à chaque fois, il y a une petite partie de détails sur laquelle on peut avoir un peu plus de détails et d'informations. Et donc il y a, je sais pas combien il y en a en tout à l'arrivée de mythes. Voilà, 22 mythes sur l'accessibilité qui sont alors ils disent déboulonnés, mais qui sont expliqués et passés au crible pour dire si oui ou non c'est vrai. Donc je vous partage ça également dans le chat. Ça peut être une très bonne chose pour votre culture web, et puis pour éviter de faire des erreurs sur la partie accessibilité.